de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Il s'agit principalement de la suppression, depuis juin 2013, des soumissions non compétitives dans les opérations d'adjudication des billets de trésorerie, du changement de l'appellation du titre émis par la Banque centrale du Congo depuis le 14 mars 2014, en vue de la poursuite de la dynamique de l'alignement aux meilleures pratiques internationales en matière d'émission des titres de créance. Le billet de trésorerie, BTR en sigle, est désormais rebaptisé Bon de la Banque centrale du Congo ou Bon BCC. Il s'agit par ailleurs de l'introduction réussie le 2 avril 2014 d'une nouvelle maturité du bon BCC à plus longue maturité, soit 3 mois. La mise sur le marché du bon de la BCC à longue maturité, donc à 84 jours, à 3 mois de maturité. C'est donc là la mise en œuvre d'une importante réforme également qui vise à renforcer le cadre opérationnel de notre politique monétaire. Nous avons mis sur le marché ces bons qui viennent s'ajouter aux 2 premiers bons quand nous avons commencé à fonctionner avec cet instrument. C'est le bon à 7 jours et le bon à 28 jours. Mais le bon à 84 jours permet à la Banque centrale d'allonger les délais de stérilisation de la solidité bancaire à 3 mois. Et du coup, ça permet également de consolider les opérations de trésorerie sur le marché interbancaire et de consolider également les opérations de refinancement des banques au guichet de la Banque centrale. Il convient d'indiquer qu'à la première opération, les enchères des bons BCC à 3 mois ont mobilisé 23 milliards de francs congolais, ce qui atteste un retour de la confiance des opérateurs économiques dans la stabilité de la monnaie nationale. Le dialogue est vraiment très ouvert entre l'association des banques, le président de l'ACB que je suis et le gouverneur de la Banque centrale. C'est une tradition qui existait déjà avant le gouverneur Mutombo, mais le gouverneur, dès qu'il est arrivé, c'est la première chose qu'il a faite. Je crois que parmi les premiers coups de fil qu'il a donnés, quand il a été nommé à cette responsabilité, c'est d'appeler le président de l'ACB que je suis. Et le jour même de sa nomination, j'étais à sa résidence pour me réjouir de cette nomination avec les différents cadres et membres du gouvernement qu'il avait mis sur cette responsabilité. Depuis lors, et nous avons l'avantage aussi que le gouverneur est quelqu'un qui connaît bien la Banque centrale de l'intérieur. Il travaillait là déjà depuis très longtemps. Et dans les différentes responsabilités qu'il a eu à occuper avant de devenir gouverneur, était une contrepartie importante des banques. Il était à la tête du département qu'on appelle Obama à la Banque centrale et qui a pour vocation de réguler les transactions de change, les transactions de marché avec le secteur bancaire. Donc nous connaissions bien le gouverneur. Et cette tradition de collaboration est restée vivace depuis qu'il a été nommé. C'est un homme qui est accessible, c'est un homme de dialogue, c'est un homme qui est ouvert et c'est un homme qui est sensible aux préoccupations du secteur bancaire. C'est fondamentalement important dans notre métier, qui finalement est un métier d'intermédiation, avec lequel nous avons comme seule ressource l'argent des déposants. On dit souvent que c'est la fonction qui fait l'homme, mais on peut aussi dire que c'est l'homme qui fait la fonction. Résolument, le nouveau gouverneur s'est inscrit à la fois dans les pas de son prédécesseur en prolongeant des actions qui avaient été conduites et initiées par lui, et résolument, il a marqué la différence en entreprenant de nouvelles actions qui doivent conduire à terme à une évolution du secteur bancaire encore plus rapide que celle que nous avons connue ces dernières années. Alors, à notre niveau, nous sommes des acteurs qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement sur le terrain. Nous savons que la grande ambition au niveau de la Banque centrale, c'est de pouvoir améliorer significativement le taux de bancarisation des différentes actions qui sont entreprises jusqu'alors. Nous nous inscrivons, nous, totalement dans cette volonté de pouvoir bâtir un partenariat avec la Banque centrale, bien qu'elle soit notre autorité de régulation, pour nous indiquer et nous encadrer, mais nous avons senti jusque-là une réelle volonté de pouvoir bâtir un partenariat qui puisse aider à la fois la Banque centrale et les institutions qui opèrent sur le terrain, de travailler en symbiose pour faire aller de l'avant un certain nombre d'actions qui doivent être prises sur le terrain pour pouvoir améliorer et agrandir ce taux de bancarisation. Il y a en outre de la discrimination, suivie de la baisse du coefficient de la réserve obligatoire, suivant la maturité et la monnaie de constitution de dépôt dans le cadre du processus de dédollarisation de l'économie nationale, d'une part,
et de la stimulation du crédit bancaire d'autre part. Les autres grands buts sur ce niveau, c'est d'améliorer tous les types d'opérations, les opérations d'échange, les opérations d'accumulation de réserves. Donc ça, c'est le premier grand but de fortifier la Banque centrale. Le deuxième grand objectif, le deuxième grand défi qu'il a est la politique de dollarisation de l'économie. Ça est venu d'avant, parce que l'introduction de la nouvelle coupure, mais c'est lui qui a démarré l'effort plus systématique d'avoir de différentes mesures pour dédollariser l'économie. Et c'est clair que ça sera une stratégie que les résultats ne seront pas dans 1 an, 2 ans, mais seront dans 10 ans. Mais ça, c'est le grand défi. Mais déjà, il a implémenté des mesures, par exemple les mesures du paiement des impôts en francs congolais. Et déjà, ça a donné résultat parce que l'accumulation des réserves de la Banque centrale a été supérieure dans les années passées. Le coefficient de la réserve obligatoire a ainsi été ramené à 8% pour les dépôts en devises à vue, à 7% pour les dépôts en devises à terme, à 7% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à 3% pour les dépôts en monnaie nationale à terme. La Banque centrale a pris des mesures, un certain nombre de réformes qui ont pour objectif final de replacer à terme le système bancaire dans son rôle premier de moteur de financement de l'économie. C'est notamment la baisse du taux directeur qui est aujourd'hui à 2%. Pour induire la baisse des taux débiteurs de banque, c'est notamment la discrimination du coefficient de la réserve obligatoire en faveur de dépôts à terme et ce en monnaie nationale. C'est également le projet en cours de mise en place du fonds de garantie des dépôts et de la réforme de la centrale de risque. Nous sommes en train de réfléchir également dans le même objectif à la Banque centrale sur les conditions de mise en œuvre du guichet de refinancement à moyen et long terme pour stimuler le développement du crédit bancaire à long terme. Et nous ne cessons pas de sensibiliser les banques sur le rôle éminent qui est le leur dans le financement de l'économie nationale. Autre réforme spécifique, le déploiement, au deuxième trimestre de 2013, du logiciel de gestion des cours de change indicatifs BCC Forex dans toutes les directions provinciales de la Banque centrale du Congo et des banques commerciales, avec pour conséquence l'amélioration sensible de la couverture géographique, du volume de la qualité des données contribuant au calcul des cours de change, tant du marché interbancaire que du marché libre. L'opérationnalisation de la fonction de recherche économique, une première dans l'histoire de la Banque centrale, aux fins de la production des études de haut niveau devant permettre une meilleure compréhension des économies nationales et internationales, ainsi que leurs interactions mutuelles dans le but ultime d'affiner le processus décisionnel des politiques macroéconomiques et de leur conférer une dimension prospective plutôt que réactive. D'une façon générale, il y a des avancées, il y a une bonne tenue de la politique monétaire, mais il faut encore aller de l'avant, il faut encore pousser puisque ce n'est pas encore suffisant. C'est essayer de maintenir d'abord l'inflation très élevée, cela a des répercussions sur tous les paramètres de la politique monétaire. Donc à partir du moment où il y a des efforts pour maintenir, je crois que la politique de dépenses à base caisse est un élément important. Ça empêche en quelque sorte de pouvoir vivre au-dessus de ses moyens. C'est ce qui s'est passé dans les périodes antérieures. Des travaux préliminaires ont été produits et d'autres sont en cours, notamment sur la demande de monnaie ainsi que sur les mécanismes de transmission de la politique monétaire. Le lancement, depuis octobre 2013, de l'enquête trimestrielle sur les conditions d'octroi du crédit à l'économie par les banques commerciales, les coopératives d'épargne et de crédit, les institutions de microfinance et les institutions financières spécialisées. Cette enquête permet à la Banque centrale et au gouvernement de comprendre et de poursuivre l'évolution des facteurs déterminants des conditions financières en matière de financement de l'économie. Dans une économie, il y a ce qu'on appelle la reconstitution de l'économie. La reconstitution passe toujours par la stabilisation. Et la stabilisation, nous avons 3 sortes de stabilité. Nous avons la stabilité du niveau général des prix, il y a la stabilité du niveau extérieur, il y a la stabilité financière. Lorsque nous regardons ces 3 stabilités, il y a la fille aînée que nous considérons comme la fille aînée de toutes ces 3 stabilités, c'est la stabilité du niveau général des prix. Et avec l'arrivée de notre gouverneur, de grâce à Mutombo,
nous voyons très bien que l'objectif de la stabilité au niveau général des prix qui est assigné à la Banque centrale est bel et bien atteint. Pendant cette période de 12 mois, le gouverneur Mutombo Mwananyembo a poursuivi la politique de stabilisation de la monnaie, qui avait déjà commencé par la période passée, par le gouverneur Massangou. Il a poursuivi ça et il l'a consolidé. Parce que quand on voit même la variation de cotation de notre monnaie par rapport à d'autres monnaies, cette variation devient très minime. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment, il a réussi la stabilité de la monnaie. Alors lorsque un autre élément objectif que nous analysons ici chez nous, c'est l'indice des prix. Nous produisons chaque mois, ici à l'IRES, indice des prix de consommation de Kinshasa. Sur ces prix de consommation, je peux vous montrer les graphiques que nous avons des 4 premiers mois de l'année. 4 premiers mois de l'année, vous voyez par exemple sur les marchés, comment même les prix ont baissé. Non, pas les prix, je veux dire le taux d'inflation, plus exactement, a baissé jusqu'au mois de mars. Et il est remonté pour les magasins, tandis que pour les marchés, il est resté totalement stable. Bon. Si nous regardons pour la valeur de la monnaie, on voit de même par rapport au cours d'échange du franc congolais, cours indicatif de la Banque centrale, que nous voyons ici en bleu. Quelle stabilité. Cours un peu variable par rapport au cours libre. Cours indicatif que nous avons noté, cours libre pardon, que nous avons noté au niveau de la Banque commerciale du Congo. Une forte stabilité. Forte stabilité. On peut dire que l'institution, notre institution centrale, la Banque centrale, a une bonne politique de stabilisation de la valeur de la monnaie, du maintien de la stabilité des prix. Dans la droite ligne de l'objectif de renforcement de la stratégie de transparence, nous pouvons citer, entre autres, la publication d'un ouvrage de référence en matière de politique monétaire, ouvrage intitulé « Politique monétaire de la Banque centrale du Congo, cadre de référence ». Et nous avons surtout apprécié les documents que vous mettez en place sur la politique monétaire, parce que ces documents permettent de suivre les réalisations de la Banque centrale et surtout d'apprécier les résultats qui sont obtenus, parce qu'il ne suffit pas de mettre des réformes en place, mais il faut également voir quels sont les résultats qu'on obtient à partir de ces réformes. La stabilité du système financier étant un bien collectif, son renforcement est un axe essentiel du plan d'action du gouverneur. C'est dans ce cadre que plusieurs mesures ont été prises afin de renforcer le dispositif de surveillance des intermédiaires financiers, ainsi que le cadre de collecte et d'analyse des informations financières, et ce, en vue de favoriser la maîtrise des facteurs de vulnérabilité susceptibles de provoquer des perturbations dans l'activité financière et économique. Toutes ces mesures ont permis de faire face au défi de la maîtrise des risques systémiques. Au-delà de la réalisation de toutes ces réformes, du reste bien coté par le monde économique du pays, la Banque centrale n'a cessé d'œuvrer pour son autonomie et son indépendance, telle que libellée par le législateur. Il est animé de bonne volonté, c'est un monsieur qui voudrait faire quelque chose, qui voudrait réussir sur quelque chose. Et je crois qu'il faut, de ce côté-là, l'encourager. Les réformes qu'il a entreprises au niveau de la Banque centrale, l'ordre qu'il essaie de mettre au niveau de la Banque centrale, cela montre qu'il y a effectivement en lui une volonté d'arriver à faire de la Banque centrale une véritable institution de la Banque centrale. Donc là, je crois qu'il faut l'encourager, il faut le soutenir dans l'action qu'il est en train d'entreprendre.
Nous espérons bien sûr également qu'il ne subit pas trop de pression politique, parce que souvent c'est ça aussi qui sont souvent la base. Ah oui, la Banque centrale doit être absolument une institution indépendante. Doit être une institution indépendante. À partir du moment où une banque centrale se met sous pression des institutions politiques, alors là c'est le dérapage qui commence. Il faut bien sûr une certaine personnalité, je crois qu'il a. Les implications politiques, effectivement, ça manque, ça y est, ça ne peut pas manquer, mais je crois que les gouverneurs de la Banque centrale, c'est aussi les grands conseillers. La Banque centrale, c'est aussi un service technique qui doit de temps en temps avoir le courage de présenter la chose correctement, sans bien sûr, en prouvant, en montrant que si nous prenons cette voie, voici les dérapages auxquels nous attendons. C'est un organe conseil. C'est un organe conseil qui doit, et je suis content pour les études qu'elle est en train de publier, de pouvoir justement faire la lumière sur certaines décisions. On veut prendre des décisions, les gouverneurs de la Banque centrale doivent être en mesure de présenter la situation exacte, objectivement, en faisant voir aux responsables, si nous prenons cette direction, voici là où nous allons aboutir. Si nous prenons ceci, voilà la voie à suivre. Je crois que là, il doit avoir le courage de le dire. On regarde par exemple les 4 premiers mois de l'année. Nous n'avons pas atteint un taux d'élévation du prix qui ait pu atteindre 1%. C'est 0,64, 0,80, 0,30, 0,40. Ça n'atteint même pas 1%. C'est ça qu'on peut appeler vraiment stabilité des prix. Mais ça sont les éléments objectifs pour mesurer par des repères empiriques la situation de gestion de la Banque centrale. Je crois que sur cela, nous ne pouvons qu'encourager les jeunes nouveaux gouverneurs de poursuivre et de consolider cette politique-là parce qu'elle est toujours très fragile. Il suffit une perturbation quelconque, ça peut déraper. Mais par ailleurs, il y a un autre critère qui est plutôt un critère un peu universel sur l'organisation de la Banque centrale et de son fonctionnement. Là, je reprends seulement 2 aspects. Celui de l'autonomie de la Banque centrale dans son fonctionnement et l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis de la politique. De la politique. Ça sont aussi des repères importants pour lesquels tous les banquiers du monde, tous les dirigeants des banques centrales se battent pour garder leur autonomie et leur indépendance. Je crois que sur ce plan, nous n'avons aucun dérapage. Mais les jeunes nouveaux gouverneurs doivent rester vigilants pour pouvoir maintenir l'autonomie de la Banque centrale et son indépendance vis-à-vis de la politique. Je voudrais retenir 3 choses. Premièrement, effectivement, il se situe dans la ligne, dans la continuité de la politique monétaire menée depuis un certain temps, et qui a été renforcée et qui se traduit, comme vous l'avez dit, par une stabilité macroéconomique au niveau de l'inflation, au niveau du taux de change. Il y a une stabilité qui est remarquable. Le renforcement de la gouvernance à la Banque centrale du Congo était aussi assuré durant cette première année du gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo. En outre, le renforcement de la fonction et du rôle de l'audit ainsi que du contrôle interne, avec notamment l'intensification des missions d'inspection, ont permis de mettre en lumière diverses faiblesses et d'y apporter des solutions adéquates. La liste des réalisations est loin d'être exhaustive. Toutefois, nous pouvons aussi citer la résiliation des contrats onéreux et la révision de plusieurs autres contrats, dans le souci de rationaliser les charges d'exploitation de l'Institut d'émission, sur fond de la mise en place d'une politique transparente en matière de conclusion des contrats. Pour monsieur le gouverneur Mutombo, il a 2 grands buts pour les moyen et long terme. Un est de fortifier les banques centrales, faire de la Banque centrale une institution forte. Et le deuxième grand but, c'est toutes les stratégies
de la dédollarisation de l'économie, que ça va prendre du temps. Mais ça, c'est les deux grands défis que M. le gouverneur avait quand il est arrivé à la position. Donc, sur le premier but de fortifier la Banque centrale, c'est là qu'il a réussi le plus. Parce que de les premiers jours qu'il était ici, comme il était aussi un ancien de la Banque centrale, il connaît bien comment les opérations de la Banque centrale. Il n'a pas pris de temps pour faire l'apprentissage, parce qu'il a déjà été un fonctionnaire de la Banque centrale, donc il connaît la banque. Donc le travail qu'il a fait particulièrement pour améliorer la courbe d'exploitation, pour réduire les coûts, pour regarder les choses qui ne sont pas très efficaces, il a réussi sur ça. Parce qu'il a amélioré beaucoup en termes d'efficacité, beaucoup des opérations. Il a fait une revue de beaucoup de contrats, d'ici, de là, de toute la région. Et ça a aidé les banques centrales à améliorer le niveau des opérations. L'autre grande tâche a été de préserver la stabilité macroéconomique, et ça s'est préservé. Le gouverneur Deogracias Mutombo a effectivement, durant sa première année à la tête de l'institution d'émission, une visite d'inspection de plusieurs entités de la banque dans le cadre des états de lieux et de la sensibilisation aux meilleures pratiques managériales. Il s'agit notamment du centre hospitalier de la Gombe, des centres de santé de Limete et de Matongue, l'imprimerie de l'Hôtel des Monnaies, la direction de l'informatique et les sites du data center. Les entités provinciales de la Banque centrale du Congo n'étaient pas oubliées. Le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo a notamment visité les directions provinciales de la Banque centrale du Congo de Mbandaka dans la province de l'Équateur, de Kisangani dans la province orientale, de Mbujimaï dans le Kasaï oriental, de Kananga dans le Kasaï occidental, de Lubumbashi dans la province du Katanga et de Matadi dans la province du Bas-Congo. Une visite d'inspection qui lui a permis d'envisager la mise en place d'un plan d'investissement pour la réhabilitation des entités provinciales et aussi de militer en faveur d'un plan national d'infrastructure. Nous avançons dans un certain nombre de domaines qui sont des domaines clés pour pouvoir réussir et poursuivre la bancarisation. Et encore que cette bancarisation
du pays, parlons au sens le plus large du terme, ne dépend pas uniquement de la volonté de deux partenaires, dans le cas d'espèce, les banques commerciales et la Banque centrale, ça dépend aussi de beaucoup d'autres facteurs, comme par exemple les infrastructures, l'accessibilité au territoire, l'accessibilité aux villes les plus reculées, les moyens de télécommunication, les ressources énergétiques. Ce sont des facteurs qui doivent également être disponibilisés. Cette première année du gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Niembo est aussi marquée par sa participation aux rencontres internationales, notamment aux assemblées annuelles 2013 du Fonds monétaire international à Washington en sa qualité de gouverneur de la RDC auprès du FMI et de gouverneur suppléant du pays auprès de la Banque mondiale. Et tout récemment, aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tenues à Washington DC du 7 au 13 avril 2014. Aux États-Unis, par exemple, on va assister à une augmentation du taux de croissance à 2,8% en 2014 contre 1,9% en 2013. Tandis que dans la zone euro, on va oublier la récession, étant donné qu'on attend un taux de croissance de 1,7% en 2014 contre un taux négatif, donc moins 0,5% qui a été enregistré en 2013. En ce qui concerne la Chine, l'activité économique va connaître un petit ralentissement, mais va rester robuste et durable à 7,5% contre 7,7% qui a été enregistré en 2013. Mais il faut noter que en Chine, le rééquilibrage de sources de la croissance qui proviendrait cette fois-ci de la consommation plutôt que des investissements est également susceptible d'induire une baisse de la demande de produits de base par ce pays et donc de ralentir nettement nos exportations minières vers ce pays. Et là aussi, il peut y avoir des conséquences négatives sur nos recettes. Compte tenu de ces facteurs de risque, nos pays africains comme la RDC doivent prioriser le renforcement de leur résilience, donc de leur capacité à absorber les chocs futurs, tant internes qu'externes. Donc il s'agit de maintenir ou d'accroître la viabilité budgétaire et de disposer de volants anticycliques ou de plans d'urgence en cas de volatilité ou de ralentissement sur les marchés internationaux. Vous savez, l'Afrique comme la RDC a le potentiel pour s'assurer une croissance élevée et soutenue au cours de la prochaine décennie et réduire davantage la pauvreté. Et pour concrétiser ce potentiel, il faut davantage d'engagement pour la stabilité, pour les réformes structurelles qui vont impliquer entre autres des financements dans les infrastructures de transport et d'énergie, le renforcement du capital humain, la diversification économique, l'élimination des obstacles au climat des affaires, la consolidation de nos institutions, l'amélioration de l'intermédiation financière, y compris le renforcement de la stabilité financière. Donc ce sont là des actions que nous devons mettre en œuvre pour avoir cette clé de réussite et être résilient. En guise de perspective, la Banque centrale du Congo envisage notamment la consolidation de la stabilité monétaire en tant que préalable pour favoriser les investissements et maintenir durablement la croissance. En outre, la Banque centrale du Congo envisage d'accroître significativement le niveau des réserves internationales, c'est-à-dire dépasser à moyen terme le 4 mois d'importation des biens et services et de poursuivre le processus de dédollarisation de l'économie congolaise via notamment une discrimination au niveau du coefficient de la réserve obligatoire et une politique de change adéquate. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo va poursuivre les discussions avec l'État congolais en vue de finaliser le processus de récapitalisation de la Banque centrale, pérenniser la stabilité monétaire, consolider la stabilité financière, améliorer le financement de l'économie et poursuivre le processus de dédollarisation. Ces 4 axes majeurs, la Banque centrale du Congo en fait son cheval de bataille pour cette année. Petite Scotty, c'est quoi ça? Ça ne peut pas marcher avec ton frère là.
Si c'est ton ami là. Hein? Calme-toi, Choco, calme-toi. Je peux pas me calmer, je peux pas me calmer. Tu me donnes rien, c'est ma sœur jumelle qui est importante dans tes yeux. D'accord, Choco. Tu veux l'argent? Évite l'effet placebo par rapport à ses vertus alimentaires et sanitaires. Tu laves souvent là. Tu sais ce que je mets? Non, tu ne sais pas. Moi, je mets ça pour que toi, tu aies des waouh, maman. Ah, explique-toi, papa. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'araignée. L'araignée? Voilà. Pourquoi l'araignée? Parce que l'araignée qui monte et montera, l'araignée qui descend, descend. Lia, mondongo, mondongo, c'est ça le fameux mondongo. Ah, tu savais pas que j'allais le savoir? Hein? Tu savais pas? Tu n'as pas l'argent pour me donner, mais tu veux épouser ma soeur jumelle. Hé, Caro! Viens, maman, pardon. Ma tante, la mission. Maman, ces jours-là, on a failli m'attraper. Attends, à plusieurs reprises. Une première année à Rome à l'Institut Adelina Mariotti des études de coupe et couture. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est vraiment être styliste que je voulais. Donc je suis montée à Milan où j'ai fait l'Institut européen de design de Milan. J'ai fait 4 années de stylisme. Bon, les sources d'inspiration, elles sont, je veux dire, toujours les mêmes. Si on essaye, bon, à mon niveau, je me dis que la recherche que je suis en train de faire, c'est d'améliorer ce qui a déjà été fait. Il y a toujours des détails avec des masques traditionnels, avec des cannes, avec des chasse-mouches. Ça, c'est pour faire un clin d'œil à ce que l'on était, aux racines, au respect de ce qui est ancestral. Mais en même temps, c'est une mode qui est résolument urbaine. Ma recherche, elle est là-dedans, dans une recherche d'une élégance qui soit simple, raffinée, mais que ce soit les détails qui fassent la différence. J'aime beaucoup le coton mixé, qui soit stretch, mais qui ait toujours le toucher du coton. Bon, la particularité de mes créations, je pense que je peux dire peut-être qu'il y a 2. Je parlerai d'abord des couleurs, parce que je reste attachée aux couleurs terre. On peut le voir, ce sont des beiges, ce sont des bruns, c'est petite touche d'orange, mais tout ce qui rappelle un petit peu la terre, l'Afrique, par les couleurs. Bon, ma clientèle, je peux dire c'est une clientèle jeune, cosmopolite, parce que c'est une mode urbaine, ce sont des tailleurs, pantalons pour beaucoup, des jupes, quelques robes, parce que j'aime, pour les moments du soir, j'aime faire des robes. C'est une clientèle assez jeune. Le fait de participer au Kinshasa Fashion Week, c'est un tremplin, parce que j'ai pas participé l'année passée, mais j'ai vu la qualité de toutes les différentes étapes du Fashion Week. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut participer à tous les grands événements pour se faire connaître. Et ce que j'ai apprécié du Kinshasa Fashion Week, c'est la visibilité qui a été donnée aux stylistes, tant dans la presse papier que dans la presse télévisée. Donc j'ai eu l'occasion de visiter comme ça, je pense que c'est une bonne opportunité. Les objectifs, ils sont simples. Moi, je voudrais être la première marque de prêt-à-porter fièrement made in RDC et de pouvoir vendre via les grandes boutiques de la place. Je crée, je mets en boutique et il y a tout ce travail de présentation maintenant lors des Fashion Week qui peuvent être produits pendant l'année. J'ai fait les humanités coupe et couture au lycée Bolingani à Kinshasa et j'ai fait mon cycle de graduat à l'ISAM qui est ici à Kinshasa aussi. Alors je suis couturière styliste, j'ai fini mes études disons en 2009 et je suis en exercice depuis bientôt 2 ans. L'inspiration, je l'épuise de partout, dans la nature, dans le quotidien, dans ce qui est à la mode, voilà.
J'utilise du coton, j'utilise de la dentelle, de la mousseline, j'utilise du gabardine, j'utilise de la tuile légère, de la tuile fine, de la tuile, un peu beaucoup de tissu, du taffetas, du coton stretch, du satin, un peu de tout, quoi, un mélange. Particularité, je ne pense pas en avoir parce que déjà que dans la mode, en fait, il n'y a rien de nouveau. Tout a déjà été fait et nous faisons qu'améliorer ce qui a été fait. Donc la création, c'est en fait une imagination supérieure, disons. Une imagination qui colle à quelque chose du passé. On dirait que, parce que si on dit qu'on a fait quelque chose de nouveau, je ne pense pas que c'est vraiment réel. Parce que si on donne un exemple, disons le pantalon, il a été porté depuis. Mais nous changeons juste la manière de le porter. Ce qui fait qu'il n'y a pas une certaine spécificité sur ce que je fais, mais ce qui est vrai, je suis très féminin, jeune et assez accessible. Voilà. Vu que j'habille les femmes, donc qui veut dire que la jeunesse, disons, qui nage entre... en tout cas, j'habille aussi les enfants, les jeunes femmes, les mères, donc ça dépend. C'est un peu toutes les générations confondues. Mon intérêt à participer à cette Fashion Week est l'échange avec d'autres artistes et surtout une visibilité. Se présenter au public, se faire connaître, c'est ce qui est vraiment le plus important. Et surtout apprendre quelque chose. Quand on a une visibilité, il y a une clientèle qui s'y offre. Mes objectifs, c'est d'avoir une ligne d'habillement. Et avec le temps, avec ce que la ligne d'habillement nous donnera, on essayera de donner quelques leçons aux femmes, à aider les femmes dans le domaine de la couture. Je voudrais me mettre dans la tête des pères de l'indépendance et de tous ceux qui étaient avec eux à l'époque pour me dire que c'est certainement la dignité qui a primé au-dessus de tout, parce que j'imagine que dans la dignité, nous retrouvons la fierté et l'honneur. Quand on est un être humain, on a droit à être perçu d'une certaine manière et à être traité comme tel. Si la colonisation a amené des choses qui peuvent être considérées quelque part comme étant positives dans la mesure où il y a eu une ouverture sur une autre façon de vivre, nous ne devrions pas oublier que cela a amené aussi énormément de traitements qui n'étaient pas dignes. Fierté, dignité, oh yeah. Bona kongwe bonga ezo senga se biso bona kongwe changer. Bienvenue à tous dans ce magazine d'analyse et de réflexion autour de l'indépendance de la RDC. Notre invitée aujourd'hui, Thérèse Olenga Kalonda. Thérèse Olenga est une femme politique congolaise. Elle est ministre du genre, environnement, éducation, famille et porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. Elle est également vice-ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Voici ma première question. Est-ce que, selon vous, l'indépendance de notre pays était une question de fierté, d'honneur ou de dignité ? Je voudrais me mettre dans la tête des pères de l'indépendance et de tous ceux qui étaient avec eux à l'époque pour me dire que c'est certainement la dignité qui a primé au-dessus de tout, parce que j'imagine que dans la dignité, nous retrouvons la fierté et l'honneur. Quand on est un être humain, on a droit à être perçu d'une certaine manière et à être traité comme tel. Si la colonisation a amené des choses qui peuvent être considérées quelque part comme étant
positive dans la mesure où il y a eu une ouverture sur une autre façon de vivre. Nous ne devrions pas oublier que cela a amené aussi énormément de traitements qui n'étaient pas dignes. Et pour cette dignité, on devait se lever et dire stop. Et félicitations à ces personnes qui ont eu le courage, qui ont apparu comme de sexe masculin. Mais je suis sûre qu'elles ont été inspirées aussi par le sexe féminin qui joue toujours un rôle important. Parfois, beaucoup dans l'ombre, mais un rôle important et déterminant. Dignité, avant tout. Des trois mots suivants, dignité, honneur et fierté, quel est selon vous le mot le plus important lorsque vous vous projetez dans l'avenir de la RDC? Autant nous nous sommes levés pour cette indépendance en disant la dignité de l'homme passe avant toute chose, autant je pense que pour le développement, nous devrions recourir à cette dignité qui devrait nous pousser plutôt qu'à passer notre temps à envier l'autre ou à quémander chez l'autre, que nous puissions, en puisant dans nos potentialités, en nous asseyant sur cette dignité, pour nous dire pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et pour le Congo, on doit pouvoir faire mieux, surtout que Dieu nous a gratifié de tant de choses. Et je pense encore une fois que c'est la dignité qui nous amènera au développement. Déjà, je voudrais que le Congo en soi, Congo homme comme femme, que nous puissions comprendre que c'est une ressource humaine. Il faut l'outiller davantage, il faut la renforcer en capacité. Nous devons lire l'histoire. On ne peut pas ne pas lire l'histoire. Aujourd'hui, l'homme a eu l'avantage d'aller à l'école parce que ce sont les standards qui conduisent l'humanité. La femme, elle, on l'a plutôt attelée à aller à autre chose. Mais maintenant, nous savons que nous avons besoin de lire, écrire, compter et de faire davantage. Et pour ça, il faut le faire avec toutes les ressources humaines. Quand on ne le fait rien qu'avec l'homme et qu'on laisse la femme de côté, on se prive de ces ressources-là. Et on se prive davantage d'autres choses. La femme a une particularité. Dieu, vous savez, il est merveilleux. Quand il a créé l'homme, il a créé la femme, il a mis en chacun quelque chose d'utile pour l'humanité. Et donc, il ne faut pas déconsidérer ce qui est en la femme. Il faut lui donner la possibilité. Quand j'ai dit donner la possibilité, ce n'est pas quémander. C'est-à-dire qu'il faut déjà accepter cela pour que nous avancions dans une société de manière harmonieuse, que la femme ait la possibilité d'étudier, que les parents arrêtent de dire ma fille va faire la vaisselle, le garçon a, lui, le droit non seulement d'aller étudier, mais encore de s'adonner au loisir. C'est-à-dire que le garçon peut aller jouer au ballon, mais toi tu débarrasses la table, tu fais la vaisselle, tu regardes si l'uniforme de ton frère, même plus âgé que toi, ton aîné, est nettoyé et repassé, tu t'occupes de ça. C'est déjà ça. Hein, ces réflexes-là que nous devons avoir en famille, qui vont faire que la femme va aussi davantage avoir les outils nécessaires à pouvoir être compétitive en voyant l'avancée du monde, et elle s'impliquera davantage. Elle s'impliquera davantage dans tout ce qui est développement du pays, et elle devra, nous luttons pour qu'elle ait cette autonomie, et je voudrais m'insurger sur ces nouvelles pratiques qui tendent à s'installer, à prendre racine, ces pratiques de viol. Et on peut même y additionner des violences de toutes formes. C'est là, ça commence à prendre racine et c'est dangereux. Nous ne connaissions pas ça. Et vous savez que même dans notre société traditionnelle, quand on voulait toucher à une famille, quand on voulait toucher à un homme, on devrait infliger un traitement dégradant à sa femme. Et là, on a tué l'âme. Il ne faut pas qu'on tue l'âme du Congo en dégradant ainsi la femme. Nous devons résister à ça. Nous devons impérativement enlever cette pratique qui est venue, soi-disant, avec les conflits armés. Mais on n'en a jamais connu d'aussi extraordinaire à Kinshasa et nous déplorons cette montée de violence et particulièrement de viol entendu comme acte physique. La fête du 30 juin est boycottée par une partie de la classe politique pour des raisons d'appartenance ou de positionnement politique. Que pouvez-vous dire à ceux qui vous écoutent à cet instant pour que cette fête nationale
intéresse tout le monde et revêt finalement son caractère national sans exclure qui que ce soit. Bon, je ne sais pas pourquoi l'opposition pourrait penser que ça serait une récupération politique. C'est une fête nationale et je voudrais rappeler ici que quand on est un homme politique, une femme politique, je pense qu'un État, on ne le conduit pas avec des états d'âme, on ne les conduit pas avec des émotions à ce niveau-là situées. On doit pouvoir restituer à l'histoire sa place et se reconnaître et se retrouver dans cette histoire. Il est important que l'opposition sache que le Congo nous appartient à nous tous. L'indépendance n'était pas venue que pour la majorité, surtout que les choses peuvent changer. La majorité d'aujourd'hui peut verser demain, pourquoi pas dans l'opposition, etc. Et le message serait le même en direction de tout le monde. Il m'arrive de trouver souvent des hommes, des femmes de l'opposition bien parler, partager un verre, un repas avec des hommes et des femmes de la majorité. Et pourquoi à l'occasion de la célébration de la fête nationale, là où nous devons célébrer notre maman commune, qui est notre maman Congo, on doit se remémorer en ce moment-là qu'il s'agit d'un exécutif qui organise, et en ce moment-là, tout le monde est convié. Et si cet exécutif, bien évidemment, se trouve être la majorité, les opposants ne devraient pas être moins congolais et moins reconnaissants à ce qui a été fait par rapport à cette dignité dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça doit être une fête pour toutes les Congolaises, pour tous les Congolais, et autant nous nous retrouvons en dehors des débats politiques, en dehors des joutes, on va dire, électorales à parler, à discuter entre nous, autant nous devrons mettre en exergue. On l'a vu sous d'autres cieux, on a vu Hollande et Sarkozy se retrouver ensemble à des moments importants, puisque nous voulons bien regarder à l'extérieur. Pourquoi cela ne nous inspirerait pas? Parce que c'est aussi ça, être capable de reconnaître ce qui est bon chez les voisins, chez l'autre, les capitaliser pour soi et mettre de côté ce qui n'est pas bon par rapport à ces expériences de la vie.